Bonjour madame. Nous venons d'assister à la plénière, si je peux dire chaude, où les députés élus de l'Ituri ont quitté la plénière pour exiger une solution aussi urgente de la part du président de la République. Est-ce que ce n'est pas aller à l'encontre de la commission que vous-même vous avez accepté de mettre en place? Bon, d'abord il faut respecter, la situation est fortement dégradée à l'Ituri, donc je comprends la position des collègues. Pour la mise en place d'une commission, on prend un peu de temps quand même, parce qu'il y a la définition des termes des références, la désignation des membres de la commission, mais il y a aussi tout ce qui est aspect organisationnel et logistique. Par contre, la situation de terrain n'attend pas que cette commission-là puisse s'organiser. Ça veut dire que la situation de terrain se dégrade au jour le jour. Et je pense que par solidarité, pour montrer à leurs compatriotes, à leurs électeurs, qui sont tout à fait solidaires, responsables et conscients de la situation, c'est un geste qui est une symbolique pour demander ou pousser le gouvernement à fournir un maximum d'efforts de sorte que la situation puisse rentrer dans la norme. Si jamais il est révélé pour participer aux plénières, vous qui êtes resté, vous allez prendre la relève de défendre cette cause-là? Non, nous sommes solidaires, nous formons encore donc l'Assemblée nationale, nous sommes des députés nationaux, moi je suis élu à Lukunga, mais j'interviens naturellement aussi, j'ai même demandé de faire partie de cette commission. Nous sommes des députés nationaux, ça veut dire que nous sommes concernés par tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Et à ce titre-là, que ces collègues soient ou ne soient pas là, il est de notre responsabilité de faire en sorte que le pays fonctionne mieux et que des mesures soient prises pour sécuriser les Congolais, ce qui devient de plus en plus difficile au regard de la situation sur le terrain. Récemment, l'armée congolaise a communiqué qu'il y aurait retour des troupes rwandaises sur les sols congolais au nom de la coopération militaire. Au regard de tout ce qui s'est fait à l'Est, il faut associer les étrangers plutôt dans les stratégies qui doivent être prises rapidement pour rétablir la paix à l'Est. Bon, mon avis est que la coopération militaire bilatérale, c'est-à-dire entre les États, n'est pas une mauvaise chose. Je pense que partout ailleurs, même en Occident, lorsqu'il y a des difficultés, vous avez des forces tampons qui arrivent, vous avez des forces frontalières qui viennent en appui des forces gouvernementales pour régler une situation particulière dans le cadre de la lutte, par exemple, contre le terroriste. Alors là n'est pas le problème. Le problème, c'est, à mon humble avis, c'est que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous ne sommes pas suffisamment organisés et outillés pour garantir la sécurité de nos concitoyens, raison pour laquelle nous avons encore la MONUSCO ici, et que nous devons faire encore appel à des forces étrangères et pour nous aider à traquer les EDF et ainsi de suite. Donc mon avis est que nous devons travailler davantage pour mieux structurer notre armée, l'outiller, pour voir des budgets conséquents, donc il faut mobiliser les recettes, de sorte que nous sommes nous-mêmes en mesure d'endiguer ce problème. Vu que ça fait très longtemps qu'on vous cherche pour vous poser des questions et qu'on ne vous trouve pas, on peut justement poser quelques questions pour les préoccupations que nous avons. Quelle lecture vous faites de ces gouvernements sans Manoukoué? Je pense qu'on aurait peut-être souhaité qu'il soit de taille un peu plus réduite, c'est-à-dire au diapason de la situation financière globale du pays. Je pense qu'il y a eu des gymnastiques qui ont été faites. On a quand même réduit de 10, ce qui est quand même intéressant. En ce qui concerne les profils, ils sont autant variés qu'intéressants. Je pense qu'il y a de la qualité. Nous pouvons espérer que s'il y a de la volonté qui s'ensuit, nous aurons des résultats différents de ce que nous avons eu jusque-là. Donc je ne peux qu'encourager sur le gouvernement à rencontrer les préoccupations les plus urgentes de nos concitoyens, notamment en ce qui concerne la sécurité, mais pas seulement. Il y a la situation socio-économique avec la flambée des prix sur le marché. Il y a la situation de l'inemploi, parce qu'il y a un taux de chômage structurel qui ne fait que grimper, qui avoisine les 98%, de sorte que sur 100 Congolais, vous n'en trouvez que 2 qui travaillent. Je pense qu'il y a de gros défis à relever. Nous avons reçu le programme du gouvernement, nous allons l'analyser et faire les commentaires qu'il faut pour que le Premier ministre fasse les réajustements nécessaires et qu'ensemble, nous puissions amener ce pays vers des améliorations. Certains parmi vous députés ont estimé que la répartition ne s'est pas passée comme ils s'attendaient et du coup ils se sont réunis pour faire des déclarations. Ils ont même déposé un mémo auprès du chef de l'État, voire votre bureau. Comment vous jugez leur réaction? Écoutez, ce sont des réactions qui sont légitimes. Il y a plusieurs députés qui espéraient être ministres, peut-être que j'en fais partie. Tout à fait. Mais je n'ai pas réagi de cette manière-là parce que j'ai d'abord été élu. J'ai voulu être député, donc j'ai convaincu certains concitoyens de notre pays, notamment la Lukunga, de m'élire pour que je défende leurs intérêts. La démarche politique dans laquelle je me suis engagé, c'est de devenir député.
Après, s'il plaît à votre parti politique de vous désigner comme ministre et qu'il y a la possibilité, suivant les équilibres à établir, que vous soyez ministre, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, vous devez accompagner le gouvernement parce que nous sommes dans l'union sacrée. Je pense que cette relation, cette réaction que je peux comprendre devait être atténuée dans la mesure où l'urgence des problèmes que nous avons ne nous permet pas de plonger dans des crises politiques qui vont nous faire perdre du temps alors que nos populations les réclament, comme vous voyez, les déplacer à l'Est et tout ce que vous voulez. On ne peut pas perdre notre temps dans des discussions politiciennes. On prend notre mal en patience. Il y en a d'autres qui seront affectés dans les entreprises publiques si cela va se faire assez rapidement. Mais pour ceux qui ne le sauront pas, doivent continuer en tant que députés à faire leur travail parce qu'ils ont été élus pour le faire. Honorable Jean-Jacques Mamba, on n'a pas suivi la réaction du MLC par rapport justement à cette répartition de postes. Vous êtes du coup d'accord avec les quotas qui vous est donné? Je ne vais pas parler au nom du MLC parce que je n'en suis plus le porte-parole depuis 2 ans. Il faudrait en ce moment-là voir M. Kibouk qui pourrait vous donner la position officielle. Moi, je viens de vous donner mon point de vue qui est personnel. Et en tant que député national, voilà, j'aurais bien souhaité être ministre. Ce n'est pas une fixation. Je suis député, je m'en satisfais. Mais je suis davantage chagriné par la détérioration de la situation socio-économique du pays, de la situation sécuritaire. Et en tant que député, je continuerai avec la même énergie à faire en sorte que ma contribution permette à ce gouvernement, permette à la population de se retrouver. Élu des Lukunga, pour vous, quelles sont les urgences à régler rapidement à travers ces gouvernements Samanoukoundé? Elles sont multiples et diverses, il faudra simplement les hiérarchiser. Vous savez, actuellement, je pense que la sécurité, c'est la première. Je suis assez navré de voir que le ministère de la Défense n'est pas élevé au rang de vice-primature. Parce qu'au fait, la défense, la sécurité de nos concitoyens devient une urgence capitale. Notre pays, avant le Yémen, c'est le pays où il y a le plus d'affamés. C'est-à-dire le taux de famine le plus élevé au monde. Dans ma province, notamment au Kasaï central, Kananga, tout ce qui est Kananga, Kasaï, Chikapé, tout ça, les gens meurent de faim. Je vous dis que les urgences sont multiples et diverses, mais nous allons les commenter dans le cadre de ce gouvernement. Et qui dit urgence dit moyen, et qui dit moyen dit mobilisation de recettes. Donc c'est quelque chose de très global. Il faudra que le Premier ministre soit vraiment très regardant pour voir comment il établit les priorités et comment il y répond. Peut-être avant-dernière préoccupation, hier il y a eu élection au niveau de la Cour constitutionnelle. Le président Dieudonné Kalouba est élu président et on a suivi la réaction de votre collègue, honorable André Mbata, qui disait dans une émission que la procédure a été biaisée. Il fallait attendre que les tirages au sort s'effacent au niveau de l'Assemblée nationale. Vous partagez le même avis? Je ne suis pas juriste, mais je fais confiance en le fait qu'il est constitutionnaliste. Je pense qu'il est assez outillé pour avancer cet argument. Par ailleurs, je félicite le professeur Kalouba, que je connais personnellement, qui est une personne de qualité et qui a les compétences requises pour faire ce travail. S'il y a des soucis au niveau de la procédure et que M. Mbata les soulève, je préfère me cacher derrière ses avis parce qu'il est plus outillé que moi et je ne vais pas en faire une polémique, mais c'est vrai que celui qui a écrit cette loi, c'est l'honorable Délice Sanga, visait dans l'exposé des motifs à ce que la Cour constitutionnelle soit indépendante de toutes les pressions politiques et effectivement, le tirage au sort garantit cette forme d'indépendance dès lors que celui qui sera retenu à la Cour, on ne le sait pas. Et dans le cas d'un tirage au sort, ça renforce un peu ce caractère indépendant et aléatoire dans la désignation des membres de la Cour avant d'aller au vote. C'est écrit dans la Constitution, cela n'a pas été fait, le professeur Mbata l'a dit. Je ne vais pas polémiquer parce que je n'ai pas les outils nécessaires pour les commenter, mais je m'en réfère à ce qu'il a dit et je m'en réfère à ce que j'ai lu dans la Constitution. Mais les choses n'ont pas été faites telles quelles. Est-ce que nous devons continuer à avancer? Oui, nous devons avancer parce que, comme je vous le dis, ce pays a beaucoup d'urgences et il faudrait vraiment que le gouvernement se mette à pied d'œuvre pour les résoudre le plus rapidement possible. Dernière question, l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakola, a été arrêté au Congo d'en face et peut-être sera extradé ici au Congo ou tout simplement ramené au Congo. Comment on peut accepter ou on peut comprendre qu'il existe quand même la DGM, il existe quand même l'ANER, mais que quelqu'un qui est dans la procédure judiciaire puisse échapper simplement et traverser pour aller en France? Je ne sais pas comment il est parti, on m'a simplement dit qu'il a traversé avec une pirogue. Il peut y avoir des agents de la DGM, il peut y avoir des agents de l'ANER. Personne, ni vous ni moi, avons le film de comment il a fait pour arriver à Brazzaville et prendre son avion à France. Donc je serais quand même assez mal à l'aise à l'idée
de fustiger le mauvais fonctionnement de nos services de sécurité de la DGM, parce que je ne sais pas comment cela s'est passé. Il est d'un fait que lorsque vous êtes convoqué en justice et que vous choisissez de ne pas y aller et plutôt de partir, ce n'est pas bon, c'est déjà une infraction en soi, et je regrette qu'une personnalité de sa trempe puisse se comporter de la sorte et qu'il tombe dans une forme d'humiliation comme ça, de sorte que personne ne soit capable aujourd'hui de défendre ce qu'il vient de faire. Il pouvait venir se justifier auprès de la justice et répondre de ses actes, et il jouit encore de la présomption d'innocence, sauf que la fuite est un indicateur qui prouve à suffisance qu'il se reproche de quelque chose, à moins qu'il dise qu'il était persécuté pour autre chose, mais je ne pense pas que c'est le cas. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie.